C'est bon. Ça marche. Faut vraiment que je mange. Ça marche. Ça marche pas. Hein? Il y a le chef, il y a... Ça peut pas marcher. Il y a le truc vert qui marche, là-haut il n'y a pas quelque chose à régler. Mais ça marche un mot sur deux. Non, là ça marche pas. Il va falloir que je fasse... Non, même là ça marche plus. Ça marche plus. Bon, je parle comme ça. Hein? Vous m'entendez? Parce que comme ça, si c'est plus marché, hein? Comme ça. On va faire ça à l'ancienne. Erev Tov, bonsoir. Donc la thématique qu'on va essayer de développer ensemble, on touche quand même là un peu plus l'univers de la famille et du couple. Comment faire régner une atmosphère positive à la maison? Alors c'est peut-être avec un petit peu de malice que ce thème a été choisi dans une période précédent Pessah, qui comme tout le monde sait est une période de calme, de sérénité, de tranquillité, d'échange, de convivialité, de sourire, de détente. Et encore je suis loin du compte. Je vois qu'on s'y retrouve parfaitement. Je ne sais pas pourquoi les dames rient un peu plus d'ailleurs, c'est curieux. Les messieurs ont un air entendu. Donc voilà, on s'est dit, bon, ben, pour être un petit peu dans l'esprit de cette période, on va essayer de réfléchir sur ce concept et voir comment, de manière plus générale, eh bien, on peut faire en telle sorte de faire régner une atmosphère positive à la maison. Alors, bien sûr, dès le moment où on aborde comment faire pour, dans la maison, ça pose un premier problème. Le premier problème que ça pose, c'est que, a priori, on pense que dès le moment où on construit un couple et une famille, l'atmosphère devrait être une atmosphère positive. On s'est marié, on est censé s'aimer, on est censé être proche, on est là pour partager, pour construire, pour s'épauler, pour développer, pour grandir. Et puis, normalement, nous devrions être donc dans cette atmosphère que l'on appelle positive. Force est de constater que la réalité ne correspond pas toujours à ce que l'on avait imaginé et que souvent, eh bien, l'atmosphère qui est présente dans nos maisons peut être calme sans plus, parfois un peu tendue, mais ici on parle d'atmosphère positive. Et je veux faire dès le début une distinction entre ce que j'appellerais un univers dans lequel le conflit n'est pas présent, dans lequel le calme règne, et l'univers dans lequel il y a une atmosphère que l'on a définie comme étant positive. Positive, c'est-à-dire quelque chose qui va être à l'origine d'un développement, et non pas juste d'une forme de modus vivendi dans lequel, au fond, eh bien, tant qu'il n'y a pas de conflit, tout va bien. Comment est-ce que... Si on fermait la porte là-bas, ça serait pas mal. Parce que tous les gens qui vont passer, ça fait énormément de bruit. Et merci beaucoup, madame. Merci. Donc, on va essayer de rentrer un petit peu donc dans l'univers de la famille et de savoir comment est-ce que ça se construit une atmosphère, qu'est-ce que ça veut dire. On sait qu'un des enjeux majeurs de la construction d'un couple, c'est de faire coexister deux êtres extrêmement étrangers l'un pour l'autre, de faire en telle sorte que deux individus qui a priori rien ne rassemble, arrivent à vivre ensemble au quotidien. Alors bien sûr, il y a quelque chose qui s'appelle l'amour, qui est présent et qui va faciliter cette possibilité de rencontre entre deux êtres profondément dissemblables, entre deux êtres qui au fond ont des modes de fonctionnement qui sont radicalement différents. Et bien sûr, on a tous une idée
une vision un petit peu fantasmée de la manière dont le couple devrait fonctionner. On a tous dans la tête un certain nombre d'images et nous aimerions bien que la réalité corresponde aux images que nous avons projetées sur ce que devait être notre vie de couple. Et nous découvrons que les images sont ce qu'elles sont, mais que la réalité ne correspond pas toujours aux images que nous avons eues des choses. D'où déjà la première déception. Première déception de constater que le nirvana au quotidien que nous espérions, l'atmosphère paisible et calme, la communication parfaite, l'échange, le sourire, le compliment, ne sont pas toujours au rendez-vous. Et cette déception, bien sûr, va nous amener à avoir une réaction qui généralement est toujours la même, trouver le coupable. Et le coupable, on le connaît, c'est l'autre. Donc déjà, premier problème, c'est d'arriver à ne pas vouloir voir dans l'autre celui qui peut être à l'origine du dysfonctionnement dans la relation, mais voir avant tout peut-être que c'est avant tout chez nous que se trouve l'origine de ce qui peut au fond changer, transformer les choses. Il est terriblement facile et tellement plus simple de voir chez l'autre l'origine d'une difficulté. Parce qu'on trouvera toujours chez l'autre des points qui ne sont pas exactement comme on le pensait. Et au passage, c'est très intéressant quand vous voyez des couples qui sont dans des relations un peu complexes venir et vous parler, eh bien, généralement, on entend toujours, vous comprenez, l'autre et l'autre. Et alors ce qui est curieux, c'est que si vous recevez chacun d'un côté et puis après de l'autre, chose qu'il ne faut pas faire d'ailleurs, eh bien on a l'impression qu'on n'a pas le même film, qu'on n'a pas la même famille. L'impression que, attendez, vous êtes bien sûr que vous êtes madame, parce que c'est pas du tout ce que j'ai entendu. Vous êtes sûr que vous êtes bien monsieur, c'est pas du tout ce que j'ai entendu de l'autre côté. Et pour cause, nous ne voulons pas voir chez nous ce qui peut être à l'origine d'une difficulté, d'un dysfonctionnement qui sont inhérents à la vie de tout couple qui se respecte. Tout couple normalement constitué aura, et c'est évident, des difficultés relationnelles. La question est la suivante: qu'est-ce que l'on fait lorsque l'on est confronté à une difficulté relationnelle qui, j'ai envie de dire, est un élément presque structurel du couple? Est-ce que nous allons immédiatement chercher à régler les choses? Et vouloir chercher à régler les choses, c'est le point de départ de la construction d'une atmosphère positive. Parce qu'une atmosphère positive, c'est un univers dans lequel nous décidons d'avoir un certain regard sur la difficulté. C'est un univers dans lequel nous décidons d'appréhender les problèmes qui sont face à nous avec une certaine lecture. L'atmosphère positive, c'est pas nécessairement super, génial, tout va bien, c'est top, ouais, bravo. Non, non. Ça, c'est de l'ambiance. Quand on vous dit de positiver une chose, qu'est-ce que ça veut dire? Et qu'on est face à un événement, on a deux manières de le lire. On a deux manières de le vivre. Et ce choix nous appartient. Construire une atmosphère positive, c'est d'abord décider quel est le type de regard que nous allons poser sur les difficultés inhérentes à une relation. Et quand je dis difficulté, c'est pas nécessairement drame, c'est pas nécessairement cri, c'est pas nécessairement tension. C'est parfois tout simplement, j'ai l'impression qu'elle ne me comprend pas, j'ai l'impression qu'il ne comprend pas ce que je lui dis. Sans être dans quelque chose qui est du domaine de l'ultra négatif. L'autre, sur tel et tel point, n'arrive pas véritablement à faire ce que j'attends de lui. Et donc, difficulté. Pas de drame, pas de tension, pas de cri, pas de hurlement. Tout va bien. Construire une atmosphère positive, c'est décider comment je vais voir le point qui me pose problème. Alors vous allez me dire, ça veut dire quoi, comment je vais le voir? Concrètement, il me pose problème. Concrètement, cet élément-là est une difficulté. Alors je vais vous donner
un petit truc, tout bête. Vous savez que dans la vie, on a tous à un moment ou à un autre ce qu'on appelle des nissionotes, des épreuves. C'est quoi une épreuve? Une épreuve, c'est pas un drame nécessairement. Une épreuve, c'est quand la réalité n'est pas celle qu'on aurait voulu. C'est ça le principe de l'épreuve. Qu'entre ce qui se passe et ce que j'aurais voulu qu'il soit, il y a une rupture, il y a une différence. Ça s'appelle une épreuve. La question est la suivante: comment je décide de vivre cette réalité qui n'est pas exactement celle que j'aurais voulu? Et là, il y a deux manières. Je ne peux pas la changer. Pour l'instant, elle est. Elle est. Point. Donc, la question est simple. En quoi, à travers cet événement-là, je vais pouvoir maintenant m'apporter quelque chose à moi? Et je vais vous donner un exemple très simple. Regardez. Là, nous vivons tous une épreuve. Et que personne n'y voit une quelconque malice. Les portes s'ouvrent et se referment, il y a du monde à l'extérieur, c'est une configuration nouvelle. Il n'y a pas de problème. C'est une épreuve. Parce que la réalité idéale, c'est d'être dans un cadre dans lequel il n'y a pas à côté des bruits, il n'y a pas de temps à autre des mouvements, vous êtes d'accord? Alors rassurez-vous, il n'y a pas de souffrance, tout va bien, mais c'est une épreuve. La Gemara nous dit ça aussi, c'est une épreuve. Cette épreuve, elle nous permet tous de grandir. Pourquoi? Moi, pour apprendre à mettre de côté des choses qui au fond sont pas si importantes que ça, et vous, parce que ça va vous forcer à faire un travail de concentration supplémentaire, qui est au fond passionnant, d'arriver à un moment à vous centrer et à être exclusivement, si ça vous intéresse en tout cas, à l'écoute des paroles qui sont prononcées, et d'arriver à faire une forme d'univers clos, même si à l'extérieur il y a du bruit. Et vous savez que ça c'est fondamental. À apprendre à être dans une concentration maximale permet dans la vie d'être dans une efficacité maximale. Et je vais vous donner un exemple. Celui que l'on va appeler le Rav de Brisk, le Briskerov, son père, l'habituait à partir faire des courses, aller à la poste, et lui disait: entre le moment où tu pars et le moment où tu reviens, je t'ai posé une question très, très pointue dans le Talmud, dans la Gemara, quand tu reviens, tu me donnes la réponse. Parce qu'il voulait qu'il apprenne à se concentrer, quelles que soient les configurations qui soient autour de lui. Tu es à la poste, il y a du monde, il y a du bruit, il y a des choses à faire, tu es centré dans ta pensée. C'est ce qui permet par la suite, quand mon enfant me parle, d'être centré totalement sur lui, d'être totalement à l'écoute de ce qu'il me dit, et donc pour lui de se sentir important. C'est ce qui me permet, lorsque je suis au téléphone à mon conjoint, que mon conjoint ne me dise pas: attends, allô, tu m'écoutes vraiment? Parce que le conjoint se rend compte qu'on écoute sans écouter parce qu'on est distrait par autre chose. Donc c'est génial cette expérience. On ne va pas le renouveler à fois après, d'accord, mais elle est bien. Positiver, créer une atmosphère positive, c'est ça. On va voir que c'est pas que ça, mais ça c'est le point de départ. C'est-à-dire accepter qu'il y aura toujours des réalités qui ne seront pas comme on l'a vu, comme on les a voulu, pardonnez-moi. C'est un fait. L'autre ne sera pas exactement comme on aurait voulu, parce que si vous dresseriez le portrait robot type de votre conjoint, de vos enfants, de la manière dont ils voudraient, dont vous voudriez que ça se passe du matin jusqu'au soir, ça vous donnerait ça. Le réveil sonne, mais l'autre l'éteint suffisamment rapidement pour que je ne l'entende pas. Il se lève à pas de velours, ferme la porte délicatement, arrive à s'habiller et trouve tout seul ses affaires, met dans le linge les affaires qu'il devait y mettre, part tranquillement à la synagogue, et à 7h15, les enfants se lèvent dès le moment où je leur dis: mes chéris, il est temps de se lever. Ils plient leur pyjama, me sourient, vont se brosser les dents, se laver les mains, s'habillent, et puis après, tranquillement, s'installent autour de la table du petit déjeuner en devisant gaiement. Le plus jeune propose à la grande de lui prêter éventuellement ce crayon qu'elle voulait tant hier. La grande lui dit merci, lui donne un gros bisou.
Et puis à ce moment-là, le réveil sonne et puis on est dans la vraie vie. D'accord? Donc concrètement, vous êtes d'accord que tous les matins, on est dans une épreuve. Parce que dans l'absolu, vous êtes d'accord que ce que je vous ai proposé, on n'a rien contre, hein, c'est pas mal. Tu sais, c'est comme, je sais pas s'il y en a qui se rappellent, dans l'époque de l'ORTF, Nicolas et Pimprenel. Bonne nuit les petits, le marchand de sable, super. Non mais ça c'est un dessin animé. Donc on est tous confrontés à un univers d'épreuves. Tout va bien, il n'y a pas de drame, on s'entend bien, on s'aime, mais la réalité n'est pas comme on voudrait qu'elle soit. Construire une atmosphère positive, c'est d'abord décider comment je vais vivre la réalité vis-à-vis de laquelle je suis confronté. Comment je décide de la vivre. Et surtout en quoi elle peut être le support de quelque chose qui va me permettre de grandir, de me transformer et d'évoluer. Parce qu'au fond, cette atmosphère qui n'est pas exactement celle que j'aurais voulu, va m'obliger, moi, en tant qu'adulte, à faire quoi? À prendre de la distance émotionnelle, à relativiser les choses, à savoir à un moment gérer des tensions dans le calme, à regarder essentiellement les qualités de ses enfants et non pas ce qu'ils me font pour l'instant, pour pouvoir ne pas avoir des réactions inappropriées. Cela m'obligera aussi à apprendre à travailler sur savoir dire les choses en temps et en heure et ne pas appeler tout de suite mon conjoint pour lui dire ça ne va pas parce que de toute façon ça ne changera rien. Donc ça m'aidera à devenir plus adulte et en disant ça ne sert à rien de déverser ma difficulté à l'autre puisque de toute façon il ne peut rien y faire. Donc j'apprends à assumer seul. On a sacrément grandi, hein. On s'est totalement transformé. Nisayon, l'épreuve, vient de la racine Nes, et Nes, ça veut dire aussi un drapeau. Harim ou Nes Salamim. Brandissez un drapeau sur les nations. Et un drapeau, c'est quoi? C'est un identifiant. L'identifiant, c'est ce qui nous révèle. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que le mot drapeau, c'est aussi le mot dégel, et dégel, c'est aussi les mêmes lettres que le mot gadol. Gadol, ça veut dire grand. C'est-à-dire que l'on va découvrir notre grandeur à travers ces événements, parce qu'on a décidé de porter sur eux un regard positif. On ne va pas dire c'est super, ils se sont disputés. Non, on est bien d'accord. Sans aucune ambiguïté. Mais cet événement-là, il peut être positif dans le sens où il est le support à un travail que je vais opérer sur moi-même, qui va avoir un retentissement dans ma construction personnelle et à terme, dans l'exemplarité que nous fournirons à nos enfants, parce qu'ils nous verront, nous, être différents. Et ça, c'est quelque chose d'incroyable. Les enfants vont découvrir comment nous savons, à travers des situations, les prendre comme étant le support d'un travail sur nous-mêmes qui nous transforme et de facto font que la gestion est évidemment différente et qu'à partir de ça, les choses sont autres. Et je vais vous donner un exemple tout simple. Je ne sais plus à quel propos de quel maître on raconte qu'un jour, eh bien, il était chez lui à la maison et puis à un moment, il entend du bruit et puis il y a un verre qui se casse. Il arrive à toute vitesse, il dit « Personne n'est blessé, tout le monde va bien ». C'est-à-dire que une atmosphère positive, c'est montrer qu'au fond, l'enjeu essentiel, c'est pas que le verre soit cassé ou qu'il soit répandu au sol. L'enjeu, c'est quoi? Que tout le monde aille bien, que dans cette chute, c'est évidemment quelque chose qui n'est pas voulu. C'est pas quelqu'un qui a décidé de faire tomber le rêve, le verre, pardonnez-moi, juste pour le plaisir. Donc il n'y a pas de condamnation à avoir de quelque chose qui peut arriver. L'enfant, l'atmosphère est différente. Construire une atmosphère positive, ça va être en premier lieu ça. Et cela, c'est quelque chose qui est un choix, qui est une volonté. J'ai lu un très bel enseignement que propose la rabbinite Jung Reis, je suppose qu'elle a d'ailleurs,
mais qui m'a beaucoup plu. Elle dit la chose suivante. Vous savez que dans la Tevat Noach, dans l'arche de Noé, il y avait à un moment une ouverture. Le texte nous dit Tzohar ta'aseh la teva. Tzohar, et là j'ai traduit ouverture, mais bien sûr, tous ceux qui connaissent Rashi là-bas vont me dire attention, vous avez pris une version de Rashi. Et Rashi en effet dit Tzohar, deux versions. Soit c'est une forme de fenêtre, soit c'est un diamant. Mais Tzohar, on peut faire avec les lettres le mot Tsara. Tsara, c'est une difficulté, une souffrance. Si on voit dans la difficulté quelque chose qui est à l'image d'une fenêtre, c'est-à-dire un monde et des possibles qui s'ouvrent, à travers cette problématique qui n'est pas nécessairement lourde, pesante, catastrophique, on voit quelque chose qui s'ouvre, c'est-à-dire une possibilité de grandir, de changer, d'apprendre, de relativiser, alors nous avons ici un diamant qui nous illumine. C'est-à-dire ce problème-là va être à l'origine de quelque chose qui va à terme illuminer l'univers dans lequel nous sommes. Cet univers de la famille. Et c'est vrai que ça change tout. Je vais vous raconter une autre histoire. On raconte sur un grand maître, et comme on est la période de Pessah, eh bien, je vais vous raconter deux histoires, si déjà. Il y avait un jour des invités comme ça, c'était la table de Pessah. Et puis, à un moment, comme d'habitude, c'est normal, il y a un verre de vin rouge de préférence qui se répand. Normal. Et ce maître voit que le vin se répand, l'invité est un peu gêné, et il regarde tout le monde et dit « Maintenant on peut commencer le seder ». Ça veut dire quoi? Il n'a pas dit c'est super, Alpi Kabbalah, c'est bien qu'il y ait du vin rouge sur la table blanche. Non. Il n'a pas dit c'est pas grave. Il a dit au fond, on est dans quelque chose qui quelque part n'est pas aussi fondamental à ce moment. Et donc quelque part, cette situation-là a permis de créer une atmosphère positive parce que c'est un enseignement sur savoir où sont les enjeux, savoir où sont les priorités, savoir ce qui est au fond fondamental. Est-ce que maintenant le fait que la table soit toujours blanche et immaculée est fondamental? Ça aurait été plus sympathique. On mettra 3 serviettes dessus, on n'y verra plus grand-chose. Créer une atmosphère positive, ça va être ça. C'est-à-dire, c'est un enseignement aussi pour toutes celles et tous ceux qui sont présents, qui aura un retentissement dans des situations sans doute plus complexes, dans lesquelles on réfléchira, mais au fond, quel est l'enjeu véritable? Est-ce que c'est au fond si grave? Est-ce qu'au fond, c'est ça qui est si important? Est-ce que c'est là-dessus où il faut se focaliser? Cette atmosphère positive, elle va avoir un retentissement dans ce type de situation. L'autre histoire, c'est ce Rav qui a aussi ce verre de vin qui se répand et qui, à un moment, fait comme par hasard tomber son propre verre de vin et dit « Oh là là, la table a un problème ». C'est-à-dire savoir aussi à un moment renoncer à quelque chose pour mettre l'autre à son aise. Créer une atmosphère positive. C'est-à-dire montrer au fond quel est l'essentiel et quel est l'accessoire. Une deuxième tache de vin sur la table vaut la peine d'être faite si ça évite à quelqu'un de se sentir extrêmement gêné. Et ça, c'est au fond ce qu'on peut tous installer. C'est-à-dire qu'on croit que c'est du domaine des grands, c'est pas vrai. Cette dimension-là, rappelez-vous, cette tsara, s'il y a un tsohar, si on ouvre une fenêtre, c'est-à-dire si on dit il y a un monde des possibles, il y a une autre manière de vivre les choses, il y a une autre manière de les regarder, il y a une autre manière de les gérer, alors on va constater que cela va générer cette deuxième dimension du tsohar qui va être ce diamant qui illuminera l'atmosphère familiale. Je vais vous donner des exemples. Généralement, dans les cours, j'en donne pas trop, mais j'ai envie d'en donner quelques-uns parce que ça fait partie de notre quotidien.
Quelqu'un fait tomber quelque chose. Quelqu'un a oublié quelque chose. Il y a eu une difficulté, il y a eu un problème. Créer une atmosphère positive, c'est quand l'on dit « Oh là là, je suis vraiment désolé, j'ai pas fait exprès », avant qu'il nous le dise, lui dire « Je sais que tu n'as pas fait exprès, donc il n'y a pas de problème. » Ah, tu aurais dû faire attention, soit. Mais la différence, elle est immense entre celui qui volontairement a décidé de ne pas faire attention et de celui qui n'a pas été suffisamment vigilant. C'est pas la même chose. Comme l'explique très bien Rav Yerucham de Mir aussi au niveau de la faute. Il dit que la différence entre quelqu'un qui soupire après avoir fauté et qui ne soupire pas, elle est immense. Parce que l'état d'esprit n'est pas le même. Ah, concrètement, c'est la même chose, mais c'est deux dimensions différentes. Voilà donc déjà ce que je nous invite à faire. Créer une atmosphère positive, c'est-à-dire voir dans les problématiques inhérentes à toute famille qui se respecte, dans les petites difficultés qui peuvent être présentes, se poser la question du choix de lecture que nous allons faire des choses et de l'utilisation que nous pouvons faire de l'événement pour grandir, pour développer en nous une mida particulière, un trait de caractère particulier, qui à la fois va nous aider, nous, à nous transformer, et en même temps sera principe d'exemplarité par rapport à nos enfants qui apprendront à poser un autre regard sur les choses et qui seront donc des personnes qui auront une vision positive de l'existence. Ça, c'est donc en premier lieu. Et c'est très simple, on peut commencer ce soir, on peut commencer tout à l'heure avec cet exemple que je vous ai donné, obligé de se concentrer parce qu'il y a du bruit à l'extérieur, faire le choix d'utiliser ça pour pouvoir apprendre à plus se concentrer et réaliser qu'on est capable, alors qu'on n'imaginait peut-être pas, d'arriver à faire abstraction de ce qui se passe autour de nous pour être focalisé sur quelque chose. On a grandi. Et en même temps, on a compris peut-être mieux la difficulté d'un enfant. Et donc on va le vivre autrement. Et donc à ce moment-là, on réagira autrement. Vous imaginez un petit peu? Alors que des personnes auraient pu dire « Ah, les gens qui font du bruit, ah, les gens qui passent dehors, ah, c'est pas bien. » Et c'est vrai. Bon, c'est vrai, c'est pas grave, mais c'est vrai. Et on a perdu une occasion. Une occasion incroyable. Vous avez vu un petit peu tout ce qui, sur la base de ça, tout ce qui peut s'ouvrir? On ne réalise pas. On ne réalise pas ces propositions que nous fait la vie et que nous donne Akadosh Baruch Hu pour pouvoir, à un moment, grandir, nous transformer à travers elle. C'est un choix, c'est une volonté. C'est un choix et une volonté. Ce choix, personne ne peut le faire à notre place. Une fois qu'on a exploré ce premier point, je voudrais maintenant ouvrir vers quand même un tout petit peu ce que l'on appelle créer une atmosphère positive, mais non pas juste dans la confrontation aux difficultés, la manière de les gérer, mais de manière proactive. Et c'est vrai que là-dessus, il y a un point qui va être fondamental. Rav Wolbe explique et dit la chose suivante. Je le traduis avec mes mots, bien sûr. Hein, quand je cite, je le traduis avec mes mots. Il explique que dans la vie, si vous avez envie de faire en telle sorte qu'une atmosphère devienne tout sauf positive, vous avez envie véritablement que tout disparaisse, sans violence, sans insulte, sans injure, sans gestes qui ne se font pas. Il dit c'est très facile. Ah, tout le monde est très intéressé, bien sûr, de savoir, on a toujours envie de créer ce genre d'atmosphère, n'est-ce pas? Il dit c'est très simple. Il y a une chose à ne plus faire. Ne plus faire de compliments. Et là, nous avons la certitude qu'au fur et à mesure l'atmosphère de la maison change
et que ce qui était de l'amour deviendra de l'indifférence, et l'indifférence amènera de la haine, sans qu'il y ait eu nécessairement dysfonctionnement objectif. Et de là, nous apprenons l'importance capitale d'une parole qui va créer une atmosphère positive, parce que tout simplement, le compliment, c'est faire prendre conscience à chacun de l'importance et de la place qu'il occupe à l'intérieur de la structure familiale. Vous allez dire, mais pourquoi j'ai besoin de faire des compliments? L'essentiel, c'est de ne pas faire de reproches. Peut-être. Mais en ne faisant pas de compliments, l'atmosphère se transforme. Elle n'est plus non seulement neutre, mais elle devient complètement négative. Ne faites pas l'expérience. Alors, bien sûr, comment est-ce qu'on fait pour installer cela? Comment est-ce qu'on fait pour pouvoir construire l'univers des compliments? Et pour cela, on va toucher à quelque chose qu'on avait abordé une fois dans une conférence sur l'éducation. On va se rappeler que tous les matins, quand on se lève, le premier mot que l'on va dire, c'est modé ani le fanecha, moda au féminin, modé au masculin. Le premier mot, on se réveille. Et quand on se réveille, on ouvre les yeux. Et les premiers mots que l'on dit modé ani le fanecha, melech hayvokayam shechezar tabi nishmati bechemla, rabba emunatecha. Modé ani le fanecha. J'exprime ma reconnaissance vis-à-vis de toi. Roi vivant qui se maintient à tout jamais, tu m'as redonné à nouveau la vie. Mais Dieu, il est au courant. Lui, il est au courant. Mais pourtant, on me demande de le dire. Pourquoi on me demande de le dire? Vous pensez que j'ai besoin de le dire? J'ai qu'à le penser. Il entend. Pas besoin d'entendre les mots, le bon Dieu. En dehors du fait que nous savons bien sûr que il faut prononcer les mots de la tefila, il faut les dire, et que ceux qui connaissent l'univers de la Kabbale, moi c'est sûr que non, mais ceux qui le connaissent nous l'apprennent et nous le disent, que les mots ont une puissance et une énergie en tant que telle, c'est l'ADN de l'univers, donc quand on les prononce, ils génèrent des choses. Mais une des raisons pour lesquelles il faut s'entendre dire les choses, c'est parce que justement il faut s'entendre dire les choses. Pour prendre la mesure et ressentir un sentiment de reconnaissance immense vis-à-vis de la personne qui est à l'origine de cela. On ne peut pas faire de compliments si on n'est pas dans une conscience claire de ce que l'autre nous apporte. Et cette conscience claire nous amène immanquablement à vouloir lui exprimer et lui verbaliser les choses. Je vous donne un truc très simple. On se lève le matin, entre le moment où on s'est levé et le moment où on part à l'école, posons-nous la question, quels sont les compliments que nous avons faits à ceux qui vivent à nos côtés? Attends, ça va, c'est bon, tout va bien, on se lève, on gère, on habille, on truc, machin, on part. Vous avez vu, c'est compliqué, hein? On est en train de dire, attends, zut, qu'est-ce que je pourrais faire? Il m'a pas amené les croissants, ils ont pas mis leur pyjama dans le truc. D'accord, on est là, je fais quoi? On est là en train de dire, attends, zut, c'est embêtant. C'est pas lui qui m'a redonné la vie. Vous savez, quelque chose qui me fait très plaisir à moi, c'est quand les gens me disent, ah, qu'est-ce que ça me fait plaisir de vous voir? Ah, c'est très agréable d'entendre ça. C'est très agréable. Ça me fait plaisir de vous voir. Ben parce que tout simplement, ça veut dire que je ne suis pas le pire des individus, quoi. Parce que si j'étais la pire des crapules, c'est vrai que l'autre ne me dirait pas ça me fait plaisir de vous voir, Joe Dalton. Et on ne le dit pas généralement si on est face à une crapule infinie. Donc si l'autre me dit que ça lui fait plaisir de me voir, c'est que sans doute je ne dois pas être le pire des personnages, ce qui est rassurant. Hein.
Alors maintenant, je ne vais pas vous donner des phrases toutes faites. Mais avec ça, on peut faire tous les jours au lever à tout le monde plein de compliments. On peut rappeler à l'autre comment hier soir on a apprécié qu'eux. On peut dire, tu as une super idée d'organiser ton cas. Que sais-je? Créer une atmosphère positive, c'est tout simplement se rappeler de ce que l'on a dit quand on s'est levé à Kadosh Baruch Hu. On lui dit, Modé, merci Hachem, tu m'as redonné la vie, c'est génial. Merci, tu es là, tu me donnes. Parce qu'Hachem est, alors on est. Mais le fait que nos enfants soient à nos côtés, que notre conjoint soit là, je sais pas, c'est sympathique quand même. C'est pas désagréable. C'est même bien. Ah, mais cet enfant, ce conjoint me pose problème. Rewind, on revient. Positiver. Dire à l'autre au moins, à travers lui et sa difficulté de se rappeler de ce que je lui demande, j'étais obligé de faire un travail sur ma patience. C'est passionnant. Les enfants disent, on dit bon, n'oubliez pas de rappeler à papa, à nouveau. Et ça veut dire que papa, il ne se rappelle pas toujours. Être capable de dire, ouais, ça fait partie des choses que j'apprécie, parce qu'au moins, ça m'oblige à redire les choses. C'est tout bête, mais c'est vrai. Parce que quand on s'habitue à redire les choses, eh bien on fait un effort sur soi, et on accepte que quelqu'un n'est pas nécessairement comme nous. Donc on entre dans une forme d'acceptation de la différence. Quand moi on me dit, je me rappelle tout. Quand l'autre on lui dit, il faut le lui rappeler une troisième fois. Alors l'autre peut-être a le droit d'évoluer, c'est ça. Il peut le faire, il doit le faire. Mais en m'obligeant à faire, je fais un travail d'acceptation. Papa est comme ça, maman est comme ça. Oh, il changera peut-être, je sais pas. Mais c'est pas grave. C'est pas grave parce qu'au fond, j'accepte qu'à un moment, l'autre n'est pas nécessairement... On n'est pas dans du toxique, on est dans des petits dysfonctionnements comme ça. C'est un choix. C'est juste un choix. Donc on revient. Modé ani le fanecha melechai vekayam. Prendre cette habitude. Le problème, c'est qu'on a vécu dans un univers dans lequel on n'a malheureusement pas entendu les compliments. Dans un univers dans lequel on ne nous a pas dit bravo sur nos combats gagnés, mais éventuellement que sur nos réussites exceptionnelles, alors il est vrai qu'il est difficile d'installer cette dimension à l'intérieur de notre famille et de créer cette atmosphère positive dans laquelle chacun se sent bien de se savoir exister, d'être reconnu. Dans une entreprise, dans une école, là où vous voulez une atmosphère positive, c'est quand chacun sait qu'il est reconnu parce que le directeur, le sous-directeur, le monsieur, la madame, le truc le dit, ah c'était super, on a bien apprécié, point, juste un mot, deux mots, ah ça fait plaisir de vous voir ce matin, que sais-je? Ah ça faisait longtemps que vous n'avez pas vu, c'est agréable de vous voir revenu parmi nous. Il n'a pas dit vous êtes le meilleur prof, il n'a pas dit vous êtes... Non. Et là, on est content, on est souriant, on est heureux. Et il y a une atmosphère positive. Un prof qui rentre en classe et qui dit « Les enfants, j'étais un peu malade, je vous ai langui, ça me fait vraiment plaisir de vous voir. » Attendez. Atmosphère de autre. Et ça, on est tous capables de le faire. Si on n'a pas été éduqué là-dedans, c'est très compliqué. Et donc vous allez dire « Oui, mais mon mari, oui, mais ma femme n'arrive pas à faire de compliments. » Génial. Rewind. Nisayon. La réalité n'est pas celle que j'aurais voulu. T'as raison. Donc c'est extraordinaire. Ça va m'obliger maintenant à faire un travail, d'aider l'autre à faire quelque chose qui pour lui est difficile. Ça va m'aider à apprendre à valoriser quelque chose qui pour moi est d'une simplicité extraordinaire et qui pour l'autre est génial. C'est ce qui me permettra quand mon enfant qui a peut-être une difficulté, de me dire mais c'est extraordinaire, il a eu 7 sur 20,
Et pour lui, c'est colossal. Et donc, je le lui exprimerai, ça lui donnera tellement de force et d'énergie qu'il aura 8 et 9 et 10 et 12. Et concrètement, les choses, elles rentrent dans des spirales positives. Ce qu'il faut, c'est inscrire la spirale. Ce qu'il faut, c'est inscrire la spirale. Et décider de savoir comment on a envie de voir les choses. Un regard positif, c'est quoi aussi? C'est apprendre à voir même dans l'échec une forme de réussite. Il y a un enseignement qui m'a beaucoup touché, qui est dans un enseignement, je crois, qui est dit au nom du Balatania. Je ne l'ai jamais vu dans le texte, hein, celui-là. Je l'ai lu et quelqu'un m'a dit que c'est aussi le Balatania qui donne cet enseignement. Qui dit que le clan d'Israël, à moins 50 degrés d'impureté, on ne pouvait pas sortir d'Égypte. Alors, en dehors de la compréhension kabbalistique et autres, on va arriver avec des questions, voilà, gros sabot. Mais Dieu ne peut pas. On est à moins 50. Il ne peut pas nous sortir. Alors bien sûr, ceux qui connaissent vont dire non, le moins 50. Ok. Mais moi j'arrive juste à faire un peu mathématique bête, d'accord? Celui qui ne touche pas à l'univers complexe de la Kabbale et de la mystique. Attends, si on était à moins 50, ben, on peut. Et il explique la chose suivante. Il dit parce qu'on a toujours besoin d'un micro-mérite. Et ce micro-mérite, c'est quoi? C'est que quand tu es à moins 49, tu n'es pas encore à moins 50. Et ça, c'est génial. Je me rappelle un de mes maîtres un jour, dans une situation X, où il était en train de me remettre face à moi-même sur certaines choses, et j'étais pas très fier de moi. Il m'a dit à un moment, en tout cas bravo, parce que ça tu l'as pas fait. Parce que ça t'as pas dit, parce que ça comme ça t'as pas agi, je vais pas vous raconter ma vie, mais... Et pour vous dire que ça vous marque, c'est que je suis capable de vous en parler aujourd'hui, c'est une histoire quand j'avais, je sais pas, 17 ans. Et il m'a dit, mais t'es super, hein. T'aurais pu être pire, tu l'as pas été. T'as bu un demi-verre de whisky, t'aurais pu en boire 2. Ça peut être ça aussi. Et bravo. Ça ne veut pas dire que boire ton premier verre, c'était super bien. Mais ça, c'est extraordinaire. Atmosphère positive, c'est dire, tu sais, tout à l'heure, il a fait ça, il s'est très énervé, mais après, eh bien, il a réussi à se calmer tout seul et c'est génial. Mais pourtant, pendant un quart d'heure, il était en train de trépigner par terre et de hurler, le gosse. Mais au bout d'un quart d'heure, il a réussi à se calmer et à reprendre le cours des choses. Mais t'es génial. Ah, mais dans la vie idéale telle qu'on l'a fantasmée tout à l'heure, on se lève à 7 heures, vous vous rappelez là toute l'histoire géniale là, que dans les livres? L'enfant il se met pas en colère, le mari il est toujours souriant. Et la femme elle est toujours sympathique. C'est vrai. Atmosphère positive, c'est que qu'on le veuille ou pas, quelqu'un qui se met en colère, qui arrive à se calmer tout seul, c'est bien, oui. Mieux s'il ne se met pas en colère, soit. Mais c'est bien, oui, alors pourquoi tu le dis pas? Pourquoi on ne le dit pas? Pourquoi on ne l'exprime pas? Pourquoi on ne le verbalise pas? Pourquoi on n'apprend pas et on ne s'apprend pas soi-même à voir cela? Et au passage, lorsqu'on arrive à fonctionner de cette manière, c'est tellement simple et en même temps c'est difficile parce que c'est une habitude à prendre. L'autre est tellement heureux de voir que nous n'avons pas saisi son dysfonctionnement pour le tirer vers le bas, éprouve une immense reconnaissance et n'a qu'une envie, c'est d'être à l'écoute de notre parole et d'avoir envie de se parfaire et de s'améliorer. C'est-à-dire que sans avoir besoin, et vous le savez pertinemment, allez, je vais prendre des exemples gros sabots. Monsieur rentre à la maison tard, madame lui avait dit j'avais vraiment besoin que tu rentres tôt, elle lui a demandé 3 fois aujourd'hui, il faudrait que tu sois à la maison à 19h, j'ai des choses importantes. Il est rentré 20h. Un peu stressant, un peu stressé, se posant la question est-ce que pour le Shalom Bayit on a le droit de mentir et d'inventer une manifestation qui n'a jamais eu lieu? Il rentre, il est en train de préparer la Libye et sa femme le regarde, lui dit bon écoute, je suis un peu embêté, bon, écoute, c'est des choses qui arrivent.
C'est vrai que ça m'embête, bon ben voilà, c'est comme ça, je ne vais pas m'énerver, c'est bête. Tu veux quoi ce soir à manger? Je t'ai préparé un truc, je sais que tu aimes bien ça. Mais attendez, lui demande après d'aller acheter ou de décrocher la nuit, il le fait tout de suite. Pourquoi? Merci de n'avoir pas exploité ce moment pour me tirer vers le bas. Merci d'avoir dit, bon, t'es arrivé en retard, je te remercie quand même beaucoup de ne pas avoir oublié ça, ça me rend un immense service, c'est super gentil. Génial. Parce qu'on est tous conscients. Le problème, c'est qu'on n'a pas été habitué à ça. On est dans un monde dans lequel on a oublié comment la Torah nous demande de fonctionner. Et on a l'impression que ça, c'est l'univers de la petite maison dans la prairie. C'est faux. Ce sont des choses que l'on décide. Donc on a ce soir, j'ai aucune idée là. On a ce soir, on va passer dans quelques minutes aux questions, on a ce soir 2 axes. Un peu plus, mais au moins ces 2 axes. Le premier axe, se rappeler de l'univers du Nisayon, du Nes, du Gadol, du Degel, de l'utilisation que l'on va faire et d'apprendre à construire une dimension positive dans la manière dont on va voir les éléments auxquels on est confronté. Et le réaliser pour nous. Et apprendre à ceux qui sont autour de nous à fonctionner de cette manière parce qu'ils nous ont vu fonctionner de cette manière. Ça ne veut pas dire qu'on dit que c'est pas grave. Mais je peux avoir une autre lecture. Je peux avoir une autre manière de le vivre. Et plus que cela, qu'on le veuille ou pas, ça va m'obliger à travailler sur moi-même. Et ce travail sur moi, comme on l'a vu, va avoir un retentissement sur plein de choses. Rappelez-vous là, le bruit, le concentration. Vous avez vu? Ça ouvre sur tellement d'autres choses. Deuxième axe, cet univers de la reconnaissance moderne. C'est la tonalité de la vie d'un juif. La tonalité de notre journée, elle est là. Cette notion de savoir être dans une reconnaissance qui passe à travers le compliment, qui au bout d'un moment devient du domaine de l'évidence et qui crée une atmosphère paisible et tranquille et positive. Pourquoi? Parce que quand on se sent bien, quand on se sent aimé, quand on se sent apprécié, eh bien on gère les situations de manière beaucoup plus tranquille. L'enfant qui a oublié son cartable, il n'y a pas de problème, c'est ennuyeux. Mais on le gère avec plus de sérénité, parce qu'à l'intérieur de soi, on se sent bien, parce qu'on se sent profondément exister. Ça va être donc 2 points, je pense, sur lesquels on peut faire un travail extrêmement concret, et même si ça a l'air d'être un peu surprenant, rassurez-vous, c'est quand même relativement facile. Il suffit juste de le mettre en place. Dernier point, qui est plus lié à ce que j'appellerais Inyana de Yoma, c'est-à-dire le sujet du jour. On arrive en période de Pessah. En période de Pessah, bien sûr, il y a des tensions. Les hommes ne comprennent pas pourquoi ça fonctionne de cette manière. Alors on dit que si les hommes devaient s'occuper de faire Pessah et les femmes Soukot, on commencerait tous au même moment. C'est ce que je veux dire. D'accord. Les femmes pour construire la souka et nous pour faire le nettoyage. D'accord. Donc, on est là. Mais ça va, t'es pas obligé de refrotter là. C'est vrai, dans l'absolu, c'est vrai. On cherche le Hametz, hein, juste le Hametz. Hametz a une définition. Hein. C'est une définition claire. Il n'y a pas de Hametz dans l'armoire dans laquelle on a juste rangé les draps et qui est dans notre chambre dans laquelle on n'est jamais rentré avec du Hametz. Il n'y a pas, je vous assure. Si on rentre de temps en temps, d'accord, mais si on rentre jamais, il n'y a pas. Ah, pourtant, il faut regarder. Pourquoi on ne sait pas? Enfin, les hommes ne savent pas. Les femmes, elles savent. Nous, on ne sait pas. Mais il y a des choses qui nous dépassent. Qu'est-ce qu'on fait? On dit, je suis impressionné. Je suis impressionné. Par quoi? Mais par tous les efforts que tu fais pour faire les choses le mieux possible. Parce que de toute façon, on se rassure tout de suite, on peut dire ce qu'on veut, ça ne changera rien. On raconte sur la femme du Briskorov qu'un jour il lui a dit je suis pas sûr qu'il faut faire ça. Elle dit attends, t'occupe pas de ça, sinon on va manger Hametz à Pessah. Le Rav de Brisk, vous voyez un peu le truc, c'est-à-dire c'est le truc énorme. Donc, on a une période idéale dans laquelle il y a la réalité de l'autre telle qu'elle est.
Parfois, pardonnez-moi, c'est folie. C'est truc qu'on ne comprend pas. C'est vrai, c'est vrai. Changer, on ne change pas quelqu'un, quelqu'un décide de changer. On peut l'aider s'il a envie. Sinon, c'est son histoire. Ça fait écho à son histoire familiale, ce qu'elle a vu chez sa mère, ce qu'il a vu chez son père, que sais-je. On n'en sait rien. Donc pour l'autre, ça représente symboliquement quelque chose de fondamental. Soit. Pour mille et une raisons qui nous échappent. On a des occasions merveilleuses ici d'être et de construire une atmosphère positive en utilisant ce genre de choses. Un, pour faire un travail sur nous-mêmes, zen. On va remanger des cornflakes ce soir parce qu'il faut refaire pour la deuxième fois l'armoire des draps. C'est vrai. Donc, on travaille sur quoi? Sur le rapport à la nourriture. On apprend aux enfants qu'au fond, c'est génial. Parce que quand on a mangé même des cornflakes, on n'a plus faim et c'est quand même très sympathique. Et puis en même temps, on va faire un compliment. Mesdames, ça va dans l'autre sens, hein, je vous dis tout de suite. Hein. C'est dans les deux sens. Hein. C'est dans les deux sens. Bah, ici, je parle en tant qu'homme parce que j'ai plus d'exemples de mon côté que de l'autre, mais vous pourrez en trouver autant de l'autre côté, hein, je vous rassure tout de suite. Donc voilà, voilà, c'est là. Le cadeau, il est là. Il est présent. On l'utilise ou pas. Et comme par hasard, ce qui pouvait être source d'absence de dimension positive dans la maison, d'une certaine forme de tension, qui même si elle ne s'exprime pas dans la violence est présente, fait que comme par hasard, eh bien il y a un sourire là, il y a une sérénité ici, et au fond on réalise que les choses elles ne sont pas si fondamentales, donc on apprend à avoir des bonnes gestions de priorité. Et quelque part on s'est construit, et quelque part on a grandi, et quelque part on est différent. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est une proposition qu'Akadosh Baruch Hu nous fait tous les jours. C'est pour cela que l'univers de la famille, c'est la rencontre d'êtres dissemblables. Parce que c'est justement dans cette différence que vont se jouer les confrontations qui vont nous permettre de grandir. C'est pour ça que le drame de notre société, c'est de vouloir faire coexister des personnes qui sont identiques. Parce que quand je retrouve dans l'autre mon propre visage, je suis tout, partout sauf dans l'altérité. Et en même temps, je n'ai pas besoin de faire d'efforts, parce que son fonctionnement et le mien est identique. C'est l'arrêt du mouvement, c'est la mort, c'est l'abomination. C'est très intéressant. On n'est pas juste dans un problème de moralité ou d'interdit au niveau des choses qui sont bas de gamme. C'est quelque part, c'est une atmosphère que l'on construit dans une société. Ne pas se confronter à la difficulté que génère l'autre, c'est simple en prenant l'autre identique à soi. De monsieur, etc. C'est tellement plus simple. On sait comment ça fonctionne. Donc il n'y aura pas de problème, ou très peu. Donc au fond, il n'y a plus de grandeur. Il n'y a plus de transformation, il n'y a plus de bouleversement. Et la Torah me dit, ben justement, l'enjeu il est là. L'enjeu il est justement d'être dans cette confrontation, dans une possibilité extraordinaire de pouvoir se transformer. Voilà quelques pistes. Et j'insiste, on peut vraiment passer aux travaux pratiques. C'est-à-dire, ce soir, je me suis permis d'être dans des choses qui sont peut-être un peu plus que d'habitude dans le très concret. Mais parce qu'il y a des choses sur lesquelles, eh bien, on a besoin de s'y mettre. Alors au début, on aura l'air un peu emprunté. L'autre aura l'impression qu'on fait sa fiche de devoir. C'est vrai. Mais c'est génial. C'est génial, c'est-à-dire j'ai face à moi quelqu'un qui est en train de me dire c'est suffisamment important pour moi notre univers pour que je fasse des choses qui ne me sont pas naturelles mais dont je sais qu'elles sont positives et bonnes. Et comme un enfant, je fais des efforts même si ce n'est pas spontané. Mais c'est fabuleux. Vous imaginez un petit peu? C'est extraordinaire. Ah, nous, dans nos images, l'autre naturellement. Ça, c'est les films. Dans la vraie vie, c'est pas comme ça. Donc les gens disent, vous vous rendez compte, si vous ne lui aviez pas dit, il ne l'aurait jamais fait. Et je dis, mais vous avez une chance incroyable, monsieur, madame. Vous avez quelqu'un qui est capable d'accepter qu'il ne sait pas faire les choses. Donc l'humilité d'accepter je ne sais pas faire, qui a accepté une parole qui ne correspond pas à son mode de fonctionnement, et qui est en train de montrer que c'est super important sa vie de famille, et qu'il est prêt à faire un effort sur quelque chose qui n'est pas du tout naturel,
Mazal Tov, vous avez gagné le gros lot. C'est fabuleux. Voilà un petit peu comment on peut voir les choses et comment on doit les voir. Comme je vous l'ai dit, c'est un choix. Ce choix, il nous appartient. Et rappelons-nous, on sort du GAN, on n'est pas dans le bac à sable, on n'est pas dans Prums 2. On ne demande pas à l'autre de commencer avant de commencer à faire le travail. On installe des choses et on va dans la direction qui doit être. Voilà quelques idées sur ce sujet. Et bien sûr, nous allons passer immédiatement à vos questions. Allez-y, à vous les questions. Oui, madame. Est-ce que le compliment, quelque part, il ne peut pas tourner à la flatterie? C'est-à-dire, c'est vrai que le compliment, c'est positif. Moi, je sais que quand ma fille, elle va à l'école, souvent, je dis comment on fait sa tenue. Mais est-ce qu'il n'y a pas un côté un peu négatif entre le compliment et la flatterie? Alors, j'entends, bien sûr, vous avez raison, la flatterie, c'est quelque chose qui n'est pas beau du tout. Mais la flatterie, c'est une stratégie que l'on utilise pour obtenir quelque chose. On est vraiment dans l'univers de Echad Bepé ve Echad Belev. On pense une chose et on en dit une radicalement différente. La flatterie, c'est une des armes que l'on utilise quand on est dans un monde de stratégie relationnelle. Et ça, en effet, c'est ce qu'on appelle la Hanifut. Et il me semble que la Gemara dit que Katch al-Hanafin, c'est-à-dire le groupe des gens flatteurs, il fait partie de ceux Shenan Mekablim Peneshrina qui ne reçoivent pas la présence divine, à l'image de Katch Chakranim et de Katch Lashon Hara, de ceux qui sont dans le mensonge et disent du Lashon Hara. Donc vous avez totalement raison. Mais la flatterie, c'est une stratégie. Une stratégie pour obtenir, mais au fond de soi-même, on n'y pense pas du tout. Alors que l'autre, concrètement, parce que c'est relatif à l'autre. C'est ça qui est intéressant. Et on ne le fait pas parce qu'on veut obtenir. Parce que les enfants, surtout les enfants sont des buvards. Les enfants reçoivent parfaitement tout l'univers des non-dits. Ils ne sont pas bêtes. Ils savent très bien à quel moment c'est le corbeau et le renard. Vous avez une... Là, en effet, tout flatteur dépend de celui qui l'écoute. Non, ils sont pas fous. Ce qui est intéressant, c'est que dans le monde adulte, on est parfois conscient, mais on en a tellement envie qu'on joue le jeu comme tout le monde. Bon, chacun a le droit de s'enfermer dans son univers. Autre question? Juste par rapport à ce que vous venez de dire. Quand un enfant ou quelqu'un, vous lui faites un premier, on dit « Ouais, d'accord, t'exagères, qu'est-ce que tu veux ?» Il faut dire « Non, très sincèrement, j'ai envie de te le dire. Je te rassure, t'es pas parfait, hein. Mais j'avais envie de te le dire. J'avais envie que tu l'entendes. J'ai apprécié, je trouve que c'est sympa. Disons les choses. Oui, non, rassure-toi, je pourrais aussi ouvrir le dossier de ce qui va pas, mais ça m'intéresse. J'ai envie de te le dire pour que tu le saches. Point, c'est tout. Mettre en mots, sans plus. Pas simple dans un univers dans lequel nous-mêmes, on n'a pas entendu les mots. Et pourquoi? Parce que parfois, les parents n'y arrivaient pas, ne pouvaient pas, parce qu'il y a des souffrances, il y a plein de choses. C'est-à-dire, parfois, ils n'ont pas réussi, et donc on a quand même géré, on a construit, on a réussi, mais c'est vrai que ça aurait été plus mieux, comme dirait l'autre. C'est sûr. Autre question. Oui. Est-ce que c'est nuisible de, par exemple, quand on a parlé d'une épreuve, on a une épreuve, et au Hachem, il y a une atmosphère positive dans la maison, comme vous la décrivez avec et il y a une épreuve qui arrive. Est-ce que par rapport aux enfants qui sont là, il faut ne pas parler de cette épreuve parce que ça pourrait... là justement, je rebondissais sur les non-dits dans un autre contexte, mais est-ce que finalement on peut en parler parce qu'elle est là et qu'on essaye de la gérer au mieux, donc on parle avec son conjoint parce que ça tombe, c'est là, et voilà, de se poser la question de se dire est-ce que finalement, toujours sans en parler, sans cri, mais est-ce que c'est négatif d'en parler devant l'enfant ou est-ce que justement ne pas en parler devant lui, ça crée... Alors là-dessus, je vais me permettre de faire une distinction. Vous savez que le problème majeur, c'est pas dans la vie l'émetteur, c'est le récepteur. Alors, ce qui va être important au niveau des enfants, c'est la lecture qu'ils vont faire des choses, l'interprétation et le retentissement que ça peut avoir sur eux. Je ne suis pas du tout pour l'univers des mensonges dans lequel les enfants se rendent compte qu'il se passe quelque chose mais on ne dit rien. On peut choisir des mots pour expliquer qu'actuellement il y a quelque chose qui est un peu compliqué, un peu difficile, mais Bezrat Hashem, on fait la tfila et on espère très fort que ça va aller.
Parce qu'il n'y a rien de pire qu'être dans l'incertitude. C'est l'horreur. Être dans l'incertitude, un enfant, il ne sait pas. Il voit qu'il y a... Alors qu'en vérité, le problème, c'est que tout simplement, papa avait fait une affaire, il espérait gagner 50 millions de dollars, et en fin de compte, il n'a rien gagné. Mais tout va bien. Mais tout le monde, parce que tout le monde avait fantasmé qu'on allait s'acheter la maison là-bas, et ça n'a pas marché. Bon, on est toujours dans notre propre cuisine, tout le monde va bien. Mais l'enfant, il ne sait pas, lui. Donc lui, il est persuadé que c'est une catastrophe catastrophique. Ah non. C'est comme chaque semaine, à 6 chiffres près, on loupe le loto. C'est l'horreur. Imaginez, à 6 chiffres près, on aurait pu l'avoir. Non, on n'a pas eu. Bon, ça va, c'est des choses qui arrivent. Je pense que ça nous arrive à tous d'ailleurs. Donc, si on joue en plus. Donc, maintenant, c'est vrai qu'il y a des choses parfois qui sont beaucoup plus lourdes. Quand il s'agit malheureusement d'une problématique de maladie ou autre, c'est vrai que là, il faut demander peut-être, savoir quels sont les mots à dire et de quelle manière dire les choses, pour que les enfants prennent la mesure, tout en leur apprenant à ne pas être dans une forme de gravité, de tension ou autre. Après, c'est vrai que, en dehors de ces choses qui sont très anxiogènes, ce qui est normal, le reste, faut faire ce travail de savoir en quoi on va grandir, et puis au fond remettre les choses à leur place. Alors Ben Jungreis, dans un de ses livres, rapporte l'histoire suivante, d'un couple, d'un homme qui un jour la voit à Jérusalem, il dit « Nous avons décidé avec mon épouse, pendant 1 an, d'être à Jérusalem et d'étudier, elle, dans un séminaire, moi dans une yeshiva, on habite là et on prend du temps. » Il a raconté l'histoire, il lui a montré qu'il avait un petit papier, il a dit « Ce papier m'a sauvé la vie. » Et l'histoire est vraie. Cet homme était dans la bourse, il spéculait énormément, et il avait fait des affaires incroyables, mirobolantes. Il était devenu extrêmement riche. Et un jour, il a joué sur quelque chose de très gros, et il a tout perdu de A à Z, mais de A à Z. Il était dans un état pitoyable, et son épouse est venue, et s'occupait de lui comme d'un enfant. Et elle lui a dit, tu sais, je ne me suis pas marié pour ton argent, et tes qualités n'ont pas bougé, c'est vrai que ça va être plus compliqué, c'est sûr, mais alors l'essentiel c'est pas là. Et le fait de le lui avoir dit, de le lui avoir écrit, lui a permis à un moment d'avoir une autre lecture de cette situation qui n'était pas agréable, et je le souhaite à personne. Et ça doit être une souffrance d'être extrêmement riche et d'être normal. Ça doit pas être simple. Ça doit pas être simple du tout. Et surtout quand on se rend compte qu'on ne nous regarde plus de la même manière et qu'on n'existe plus, ça veut dire qu'au moins, et qu'on identifie quels étaient nos amis réels. C'est pas tellement qu'on en a moins, c'est qu'on voit qu'au fond, tout ce qu'on pensait, c'était pas vraiment ça. Ah, ça fait bizarre. Elle lui a dit, mais oui. Et c'est vrai que, au bout d'un moment, on réalise ô combien la situation a fait que. Et les enfants, il faut savoir leur dire, il y a une petite difficulté actuellement, il y a des choses qui ne sont pas simples, mais ça fait partie de la vie. Et vous allez voir, et à ce moment-là, avoir une gestion des priorités. Qu'est-ce qui est fondamental? Quels sont les vrais enjeux? Quels sont les vrais enjeux? C'est où les vrais enjeux? Comme je vous ai donné une fois dans un cours, je crois que je vous l'ai donné, je l'ai dit peut-être ici ou ailleurs, quand on est sur une paroi et qu'à un moment on dérape et qu'on essaye de se rattraper et qu'on n'essaie pas trop et qu'à ce moment-là on nous propose une pomme verte alors qu'on préfère les pommes rouges, ça ne change rien à notre vie. Pourtant, à un autre moment on dit « Mais je t'ai dit que j'aime pas les pommes vertes !» Et je comprends pas, t'es pas capable de te rappeler, j'existe pas. Que dans des moments pareils, on n'a même pas le temps de penser si elle est rouge ou verte. On a besoin de nutriments, on mange la pomme et on est très heureux que l'autre ait pensé à amener une pomme. C'est ce genre de choses. Alors c'est facile de dire, c'est plus facile de vivre. Ce matin j'étais à Toulouse pour un triste anniversaire. On a parlé de choses qui ne sont pas simples, avec les enfants, avec toute l'équipe pédagogique. Et j'aurais dit une chose, c'est sûr que c'est facile de dire, et j'espère toute ma vie, pour moi comme pour vous tous, de ne pas savoir de quoi je parle. Parler des preuves, c'est simple. Hein. Vous comprenez les preuves et vous comprenez les preuves. On se calme. Donc, je ne sais pas de quoi je vous parle. J'essaye juste de vous traduire ce que j'ai appris, ce que j'ai reçu, ce que j'ai entendu, ce que j'ai étudié. Mais ne pas être donneur de leçons et de dire vous comprenez dans ce cas-là parce que vous, c'est facile à dire. Et tous les jours on prie pour ça. Altevienne ou Nisayan.
parce qu'à un moment, il ne faut pas quand même se la jouer. Mais voilà ce que les Chazal nous disent. Et comme la Gemara nous dit qu'une épreuve, c'est aussi quand on voulait des cornflakes et qu'on n'avait que des Rice Krispies, c'est aussi ça. J'aurais préféré, j'ai pas eu, il y a un dysfonctionnement entre mon désir et la réalité de que je voulais. Alors il y a suffisamment d'épreuves comme ça et qu'on n'en ait pas d'autres. Je voulais absolument acheter ce costume, il n'est plus en magasin. C'est une épreuve, ça m'embête, je vais être obligé de courir. Ok. D'accord. Et à ce moment-là, verbaliser, mais bien sûr savoir que l'enfant, il peut avoir une lecture et donc il faut mettre en mots de manière claire. Ne peut-être pas tout dire, mais ce que l'on dit, ne pas laisser de zones d'ombre qui sont très très difficiles parce que c'est le problème de l'interprétation. Vous savez, c'est comme si quelqu'un vient vous voir et va vous dire, écoutez, j'ai un problème avec vous. Qu'est-ce qui se passe? Non, on en parlera. Imaginez, le directeur de l'école appelle, il faut que je vous voie à propos de votre enfant. On passe pas une bonne nuit, hein. Et puis le lendemain, il dit, voilà, je voulais vous dire que justement, on était très intéressés par... il travaille très bien, hein, oui. Oui, bien sûr, tout va bien, très content. Hein. Les zones d'incertitude, c'est terrible. On peut faire un travail sur l'Emouna, sur le Bitachon, et sur lequel qui fait qu'on prend les choses, et puis travailler sur ses peurs, c'est se représenter le pire et savoir comment se confronter, et puis après, on les gère différemment. Mais bon. Oui, autre question. Oui, madame. Est-ce que le fait de complimenter un enfant quand il a fait une bêtise ou quelque chose qu'on a du mal à accepter, ça ne va pas, pour positiver l'atmosphère, est-ce que ça ne va pas en fait enlever en lui la conscience du mal qu'il a fait Alors, vous n'allez pas faire un compliment à un enfant qui a fait une bêtise, mais vous allez à un moment lui dire, écoute, je t'avais demandé de faire ça, bravo, tu l'as fait, et c'est très bien, mais alors là, ce que tu m'as fait ici, j'ai un vrai problème. C'est-à-dire qu'à un moment, on dit, voilà, je suis conscient qu'il y a... Mais là, ça... C'est comme quelqu'un qui, écoutez, voilà ce que vous avez fait ici, je suis très content, mais là-dessus, c'est du n'importe quoi. Et je suis vraiment pas content, et ça ne va pas. Et vous mettez en mots. Mais pas qu'il a l'impression qu'on l'enferme là-dedans. Comme on va dire à l'autre, écoute, j'ai beaucoup apprécié que tu n'aies pas oublié de me ramener ça, mais c'est quand même un peu ennuyeux que tu aies oublié qu'il fallait que tu rentres à 8h, quoi. Voilà, c'est-à-dire, c'est un peu embêtant quand même. Mais l'autre rencontre, je vois, je me rappelle que, donc c'est en deux mots, je ne veux pas voir que la dimension du négatif, quoi. Et ça permet de mieux recevoir aussi. Ça permet de mieux recevoir. Et donc, à partir de cela, de travailler sur ce qu'on a entendu. Autre question? Oui. Et quand c'est l'enfant qui a l'épreuve, comment lui faire comprendre que... Enfin, comment lui expliquer? Très difficile. Un enfant qui vit une épreuve, il faut d'abord lui montrer qu'il y a une réalité qui est difficile et qu'on est avec lui. Nous-mêmes, dans notre histoire familiale, on a un enfant qui, à un moment, le médecin ne savait pas ce qu'il allait être avec lui, et qui a porté une difficulté pendant de très nombreuses années, qui, Baruch Hashem, maintenant, a totalement, complètement, absolument disparu. C'est que du souvenir. Mais pendant des années, il y avait quelque chose qui le dérangeait beaucoup. Ben, on est avec lui, on met en mots, on dit je pense que ça ne doit pas être simple, mais je pense que tu peux très très bien y réussir. Et à ce moment-là, réaliser qu'au fond un enfant qui a une difficulté, il va réussir à grandir parce qu'il va développer chez lui une force de volonté incroyable. Et c'est ce qu'on peut voir. Si on est là en train de s'apitoyer, je ne parle pas de ne pas faire preuve de compassion. Il faut faire preuve de compassion, mais à un moment, s'apitoyer, c'est empêcher l'autre de se battre. Alors c'est sûr, pour les parents, c'est bouleversant. Parce qu'on ne comprend pas toujours, et qu'est-ce qui se passe? Ok. C'est un deuxième problème. Mais là, se dire, il n'a pas le choix, il va être obligé de se battre. Et concrètement, eh bien, dans T+10, cette obligation qu'il a eu de batailler pour sa difficulté, va être pour lui d'un secours extraordinaire, d'un support extraordinaire. Il apprendra à relativiser les choses. Il saura se battre. Il ne lâchera pas. Il ne verra pas dans la difficulté un prétexte pour ne pas aller jusqu'au bout.
Mais c'est vrai qu'à ces moments-là, c'est pas simple. C'est sûr. C'est sûr. Mais je pense qu'en amont, il y a un travail à faire au niveau des parents. Un travail qui n'est pas simple, qui est le travail de l'acceptation. Et qui dit acceptation, dit d'abord révolte. Et je me permets juste de vous citer, justement, on en parlait ce matin. Moshe Rabbeinu, quand il a demandé à voir les maîtres du peuple juif, on lui montre Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, c'est immense, c'est colossal. Moshe, à un moment, il entend un enseignement, il ne comprend pas. Je ne vais pas te donner des explications sur ce que ça veut dire. C'est-à-dire quoi que Moshe, il ne comprend pas. On prend juste les choses au premier degré. Il dit, en tout cas, Dieu, il dit, t'as un tel homme, c'est moi qui donne la Torah. T'as Rabbi Akiva, c'est moi. Il dit, c'est comme ça que j'ai décidé. Kachalam me marche. Alors Moshe, il dit, bon, et je peux voir comment il finit sa vie, cet homme. Aussi énorme, immense, 40 ans il commence et c'est colossal. Il dit, oui, tu vas voir. Et Rabbi Akiva est au poteau de torture en train d'être déchiré avec des peines de fer par les Romains. Il y a marqué que Moshe et les Malachim, ils disent tous, Zou Torah, Vezou Srara, une telle Torah, il y a une telle récompense. Et Dieu dit, je t'en constate. Mais Moshe, il n'a pas eu peur de dire, c'est révoltant. Mais il accepte et il dit, je veux vivre avec la question sans réponse. Et il reçoit la Torah et la transmet. Mais à un moment, il n'a pas dit, non, c'est sûrement bien, quoi. Il n'y a aucun problème. C'est un problème. C'est difficile. Comme Abraham Avinu, il arrive et il a de l'eau jusque-là, au moment où il amène Yitzhak pour la Kedah. Et disent les maîtres de la Kabbalah que l'eau profonde, c'est le symbole de la problématique de l'intellect. Il ne comprend rien. Tu es Yitzhak, elle est où ta promesse? Tu te contredis, ça ne veut rien dire cette histoire, ça veut plus rien dire. Et dit Hachem, sauve-moi, aide-moi à continuer à avancer, alors que je suis là en disant, mais je comprends rien à ce que tu me fais. Donc c'est-à-dire qu'à un moment, dire, c'est difficile, on ne comprend pas pourquoi. C'est pas bien, c'est pas normal, ça devrait pas être comme ça, mais Hachem a décidé que. Donc s'il a décidé que, c'est qu'il y a quelque chose qui nous dépasse radicalement et qui se joue ici, et on va devoir avancer. Parce que si on se refuse à un moment d'accepter qu'on a des sentiments d'être humain, si on veut se prendre pour quelqu'un qui n'est d'aucune manière affecté par quoi que ce soit, même si c'est bouleversant, j'ai peur qu'on soit en train de... On n'est pas loin de la folie, parce que certaines personnes y arrivent, mais c'est un travail de vie qui tout de suite voit que ça les touche. Mais, en tout cas, pas moi c'est sûr. Voilà, c'est un petit peu là où les choses se jouent, et puis après, parfois on a besoin aussi d'en parler. Et puis en parlant, parfois on apprend à reposer les choses différemment. Autre question? Encore quelques minutes, allons-y. 7 minutes. Oui. Quand on voudrait faire un peu plus loin, mais qu'on ne sait pas le faire, on n'a tellement pas l'habitude de le faire, est-ce que vous avez un mode d'emploi? Ce que vous venez de dire, madame. Voilà la réponse. C'est ce que vous venez de dire. Je ne sais pas te dire les choses, mais j'ai envie de te dire des choses très gentilles. C'est un mot. Vous savez, c'est quoi? On est tous sur certains points des enfants. Tous, on a une dimension un peu enfantine, des choses qu'on ne sait pas bien faire. Quand un enfant nous amène un Picasso, vous savez, c'est quoi les Picasso des enfants? Il a voulu nous faire un beau dessin. On est dans de l'art très abstrait. On ne sait même pas dans quel sens il faut le voir. Il a mis tout son cœur, vous adorez. Les parents aiment, on l'expose. Parce que par rapport à ses capacités dessinateurs, il a fait quelque chose de merveilleux. Maintenant, c'est vrai que dans l'absolu, c'est pas exactement comme ça que ça doit se faire, ce dessin. Mais au regard, on a tous des choses sur lesquelles on peut dire « je ne sais pas faire ». Quelqu'un peut dire « vous savez, pour moi, j'arrive pas trop à dire des compliments ». Alors j'ai envie de vous dire « merci beaucoup, point ». C'est énorme. Parce qu'au regard de la personne, ça prend une dimension importante. Et je crois qu'il ne faut pas hésiter à dire qu'en effet, pour nous, c'est pas simple. Et qu'on a une manière parfois différente. Et ça remplit parfaitement. Vous savez, c'est malheureusement comme des enfants qui parfois ont des parents qui peuvent avoir un handicap. Eh bien, leurs parents donneront quelque chose. Par rapport à d'autres parents, c'est pas grand-chose, mais pour ces enfants, c'est aussi important. Parce qu'au rapport à la difficulté qu'ils ont,
eh bien au fond, c'est exactement ce que d'autres auraient donné. C'est tout. Et ça, je crois que c'est au fond ça qui est important. Moi, j'adore cette histoire d'un enfant qui vivait dans une famille pauvre. Et il n'y avait pas, on ne va pas jouer Cosette, la souffrance. Non, il n'y avait pas d'argent. C'est des choses qui, à une époque, ça arrivait beaucoup. Aujourd'hui, un peu moins. Bon. Et l'enfant, il dit à son village, qu'est-ce que j'aimerais avoir un piano. Oui. Qu'est-ce que le père a fait? Il a pris une planche et il a peint un piano. Et l'enfant était heureux. Pourquoi? Parce que par rapport à ce qu'il pouvait, il avait fait le mieux possible. Et quand c'est... Alors c'est vrai que nous, ça peut nous tirer un peu la larme à l'œil, mais en fond, c'est pas si... Non. Parce que pour lui, c'est très bien, il n'est pas fou, il sait très bien qu'il n'aura jamais, pour l'instant, en tout cas, il n'aura pas son piano. Mais c'est-à-dire, ce plaisir de faire comme ça, c'est déjà pour lui, c'est super. Alors bien sûr, ce sont des histoires, j'ai envie de dire, pas extrêmes, mais un peu... Néanmoins. Mais... Tout dépend de la manière dont on décide de vivre les choses, de la manière dont on a envie de les dire, de la manière dont on apprend à l'autre à les recevoir. Et c'est ça au fond qui change. Et dire à quelqu'un, je ne sais pas te dire, mais c'est comme si je l'avais dit, c'est immense. Il y a une histoire vraie. En Eretz Israël, pendant une des guerres, il y a eu un moment, quelqu'un raconte comment il a fait tchouva. Et l'histoire, elle est folle, mais elle est totalement vraie. Malheureusement, je ne me rappelle plus des détails. Mais dans un moment très dur, où des soldats israéliens étaient là et ils pensaient que c'était terminé, il y en a un qui criait, comme ça, alors je vais vous le faire en français, il disait « Shema Israël, je ne connais pas la suite, Shema Israël, je ne connais pas la suite, Shema Israël, je ne connais pas la suite. » Il savait qu'il y avait après Shema Israël d'autres mots. Il disait, Shema Israël, je connais pas la suite, Shema Israël, je connais pas. Vous pensez que là-haut, Hachem n'a pas entendu tout? Il a tout entendu. Le je connais pas la suite, ça veut dire je sais pas dire. Mais je te dis que je sais pas dire. Donc c'est que je veux le dire. Ah, t'aurais dû l'apprendre, c'est vrai. Next. Ça va prendre du temps. Chacun a son histoire et sa difficulté. Chacun a ses qualités et ses difficultés. Tout le monde. Tout le monde. La suite, on l'apprend un jour. Et parfois, pour certains, il faut un jour, pour d'autres, il faut 6 mois, pour d'autres, il faut 6 ans, c'est pas grave. Mais dire je ne sais pas de la suite, je vous assure que là-haut, Kadosh Baruch Hu, il a parfaitement entendu. Je ne me prends pas pour Dieu, mais pour moi, en tout cas, c'est du domaine de l'évidence. Vous savez, c'est un petit peu la même histoire. On ne sait pas si ces histoires sont vraies, mais elles sont belles. On dit comme ça que dans, je ne sais pas chez quel grand rabbi, la tefila de Kippour, elle passait pas. Et puis à un moment, ça passe. Et le rabbi raconte qu'au fond, il y a un petit enfant qui est arrivé, et il ne sait pas lire, il connaît l'alphabet, alors il a dit très fort, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, il a dit Hachem, je ne sais pas lire, mais je te dis les lettres et toi fais les prières avec. Moi, je ne sais pas, mais voilà, Aleph, Bet, après tu débrouille-toi, organise les mots. Je ne sais pas si cette histoire est vraie ou pas concrètement, mais même si elle n'est pas vraie, elle est très belle parce que c'est un petit peu ça. Je ne sais pas mettre dans le bon ordre. Regardez, c'est tout bête, et je vous donne un exemple. Vous levez Shabbat matin et puis vos enfants vous ont mis la table. Mal. Les cuillères du côté des fourchettes, les fourchettes des côtés des cuillères, les assiettes qui ne sont pas les bonnes. Ça vous fait plaisir? Maintenant, ils ne savent pas encore que les cuillères, ça se met, je ne sais plus d'ailleurs où, enfin d'un côté et les fourchettes de l'autre. Soit, mais ils l'ont fait. C'est la même chose. Voilà. Dernière question, s'il y en a une. Oui. Si j'ai bien compris, vous êtes en train de dire qu'il faut, pour avancer, il faut avouer ses faiblesses. Alors, j'aime pas le mot les aveux. J'avoue. C'est vrai, il n'y a pas... Tout va bien, on n'est pas au tribunal. C'est intéressant. Je me permets, je ne fais pas de la psychanalyse de prise unique, hein. Mais pourquoi on dit j'avoue? C'est-à-dire, en 2 mots, je suis coupable d'en avoir? C'est pas inintéressant. On peut se sentir coupable de ne pas faire les efforts pour se battre contre ces difficultés, ça oui, éventuellement. Mais j'avoue que je ne suis pas doué pour le dessin, je vous avoue, je fais un aveu, mesdames et messieurs, un aveu, je ne suis vraiment pas doué pour le dessin. Non. Donc déjà, intéressant juste de réaliser qu'on ne doit pas se sentir coupable d'avoir une difficulté qui est liée à ce qu'on l'en est. Ça c'est déjà un premier point. Maintenant,
C'est sûr et certain que dire à l'autre, tu sais, pour moi ce n'est pas simple, c'est quelque chose qu'il faut apprendre à dire. Dire à l'autre, j'aurais beaucoup aimé faire les choses mieux, mais pour moi, j'y arrive pas, ou c'est très compliqué, j'ai besoin que tu m'apprennes, ou je sais pas faire. Apprends-moi, c'est aussi bien. Regardez, je vous donne un exemple très simple, imaginez. Je prends le cas d'une école, un professeur super. Et puis à un moment, il doit faire quelque chose. Et il n'a pas appris, il ne sait pas faire. Il va voir le responsable, il dit, écoutez, je suis désolé, j'aimerais beaucoup, mais on m'a demandé de faire ça, je ne sais pas faire, j'aimerais beaucoup. D'ailleurs, vous voyez, ce que je sais faire, j'essaie de le faire, mais ça, je ne sais pas faire. Mais il n'y a aucun problème. Tu ne sais pas faire, on va t'apprendre, et même si tu n'y arrives pas du tout, quelqu'un t'aidera ou on dira, c'est pas si important. Il faut juste mettre en mots. Et ne pas dire, j'avoue. Parce que si on avoue, c'est qu'on se sent coupable. On n'a pas à se sentir coupable de ne pas être parfait. On aurait pu choisir le mot courage. Oui, non, mais je me suis permis de rebondir sur... J'ai écouté toutes les questions, chaque fois c'était des questions sur les enfants. À savoir comment arriver à l'enfant, le compliment. Oui, parce que souvent, moi, quand j'entends le mot enfant, j'entends conjoint, mais les gens, ils sont pas au courant. C'est comme, j'ai une amie, elle a une question, elle m'a demandé de la poser à sa place. Donc ici, vous changez juste les mots. C'est juste le mot enfant. Mais bon, puisque vous le dites, alors je le dis, mais bon, ça fait partie des secrets de Polichinelle, hein, on est au courant. Donc, oui, c'est avoir ce... Mais ce courage, on l'a, si on sait que l'autre va savoir recevoir. Et ça s'apprend à recevoir. Et apprendre à recevoir le courage que l'autre a un moment de nous dire, tu sais, pour moi c'est difficile. C'est sûr. Voilà quelques pistes. Comme toujours, et surtout dans des thématiques qui touchent la famille, vraiment le monde de la relation au quotidien. On n'est pas là en sortant pour dire à l'autre, t'as vu ce qu'il a dit? On n'est pas là pour dire à l'autre, ça fait tellement de temps que je le dis, enfin là, j'espère que tu vas comprendre. On n'est pas là pour dire à l'autre, ah, ça me fait plaisir que tu sois venu ce soir. On n'est pas là pour dire à l'autre, tu aurais vraiment dû venir ce soir, c'était exactement pour toi. Voilà, enfin voilà, toutes ces thématiques-là, je l'ai déjà dit une ou deux fois à des cours, je leur dis de temps à autre, c'est important. Je crois qu'on a des pistes, c'est pas simple, ça se met en place au fur et à mesure, ça se construit, mais je pense que ben, si on essaye, ça peut produire de très très beaux effets, en tout cas j'espère très fort. Je vous remercie pour votre écoute, et Pessah Kasher V'Sameach à tout le monde.